nocturne accordée par le chef de l'État aux autorités de la communauté Lébou hier soir. Ce matin, les Ngorois exigent le départ des gendarmes de leur localité. La Cour des comptes dans les murs du ministère des Sports, entre autres, les dépenses du ministère vont être certainement vérifiées. Rien que pour le mondial, plus de 11 milliards de francs CFA ont été dépensés alors que le budget jusqu'à la finale était arrêté à 14 milliards. Enquête de Babacar Fall à suivre. Procès des affrontements entre pêcheurs de Kayar et de Mboro. Le tribunal de Thiès a rendu son délibéré ce matin. Relax pur et simple pour la plupart des prévenus. Toutefois, 5 parmi eux ont été copés de peine de prison ferme. Dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur les violences survenues à Ngor, Yoff et Wakam au sujet d'un terrain de 6000 mètres carrés. Comment désamorcer la bombe foncière qui menace le Sénégal? Réponse avec nos deux intervenants du jour à la fin de cette édition, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Les quartiers de Ngor et Yoff portent ce matin encore les stigmates des violents affrontements de la nuit dernière entre manifestants et forces de l'ordre. Même si un calme précaire est revenu dans la commune de Ngor, la tension reste palpable. Les gendarmes, on leur demande de quitter donc la localité. En tout cas, c'est ce qu'exigent les populations, malgré l'arbitrage du chef de l'État à l'issue d'une audience qu'il a accordée hier soir aux dignitaires Lébou, arbitrage en vertu duquel donc le terrain est partagé à part égale entre la commune et les gendarmes. Reportage sur place, Boubacar Dian. L'entrée du village traditionnel de Ngor porte encore les stigmates des violents affrontements d'hier entre gendarmes et Ngorois. L'on se croirait dans un champ de ruines. Les pneus brûlés sur la route et les morceaux de pierre obligent les automobilistes à rouler au ralenti pour éviter une crevaison. Pour apaiser la tension, l'État du Sénégal décide de céder 3000 mètres carrés aux populations de Ngor, de construire un lycée sur fonds propres, entre autres mesures, des décisions qui sont loin de calmer la colère des habitants. Moussa Pouya. Parce que ce qu'on veut, c'est un lycée. 3000 mètres carrés, nous savons en plus, nous voulons cohabiter à gendarmerie. Parce qu'il y a un espace où nous proposons. Soit ils l'acceptent, soit ils dégagent. Déjà, nous avons parlé. Hier, tu as vu, nous avons vu le Sénégal. Il y a des personnes corrompues. Une fille de 15 ans a perdu la vie dans les affrontements d'hier selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. Faux selon Youssou, il témoigne. C'est faux, j'étais parmi les témoins. Ils les ont tués sous mes yeux. Les gendarmes ont chargé et les manifestants ont couru vers la mer. Ce sont eux-mêmes qui ont enveloppé le corps sans vie de la fille. Dans une natte, j'étais sur le bateau, je voyais tout. L'autre mort, c'est dans les Filao. Nous l'avons tous vu. Même si les populations voguent tranquillement à leurs occupations, la tension reste encore palpable à Ngoro. La preuve, pas moins de 24 véhicules de la gendarmerie, rien qu'entre le terrain, objet du litige, et l'entrée du village. La jeunesse ngoroise compte poursuivre son combat. On va continuer notre combat. Venons-en maintenant au procès des pêcheurs de Kayar et de Mboro. Le délibéré est tombé ce matin au tribunal de Thiès. Il y a des relax purs et simples et des condamnations à des peines de prison ferme. Pour les détails, nous sommes en direct avec Charanta Diop. Bonjour Charanta. Oui, bonjour Souleymane Niang. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, les 15 ont été relaxés du côté de Kayar. Les 16 autres du côté de Kayar sont condamnés à 2 mois ferme. Et les 2 autres à 3 mois ferme. Et ils sont condamnés pour coups et blessures volontaires parce que le tribunal a requalifié les faits. Sur les 15 qui ont été relaxés, 9 sont du côté de Mboro et 6 du côté de Kayar. Et pour rappel, Souleymane, 33 pêcheurs de Kayar et Mboro avaient en tout cas avaient comparu devant le tribunal de grande instance de Thiès en flagrant délit pour coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d'homme et destruction de biens appartenant à autrui. Ce procès fait suite au violent affrontement regrettable du 2 avril 2023 ayant opposé les pêcheurs en mer, les 2 communautés de pêcheurs de la Grande Côte. Ces événements survenus à Kayar et Mboro ont occasionné de violences physiques
et sur des personnes et qu'il y a eu des dégradations de biens dans ces localités, Souleymane. Merci, cher Anta Diop. Il est 12h06. RFM 94.0, la radio en puissance. Information Radio Futur Média. La Cour des comptes en mission au ministère des Sports depuis hier. L'argent de la Coupe du Monde et d'autres interrogations sur les comptes et les dépenses du ministère vont être certainement vérifiées. Rien que pour le mondial, plus de 11 milliards ont été dépensés alors que le budget jusqu'à la finale était arrêté à 14 milliards. Les détails avec Babacar Fall. Première interrogation, l'argent dépensé à la Coupe du Monde au Qatar. Selon nos informations, 11 milliards 35 millions de francs CFA ont été décaissés sur un budget de 14 milliards qui devait couvrir la participation des Lions jusqu'en finale. Donc, plus de 11 milliards dépensés alors que le Sénégal s'est arrêté en 8e de finale. Rien que les 2 matchs de préparation contre la Bolivie et l'Iran ont coûté plus de 2 milliards de francs CFA. Comment justifier ces énormes dépenses du travail pour les enquêteurs de la Cour des comptes? Autre énigme, les 800 millions de francs CFA pris au Trésor et dont les justifications ne sont pas encore disponibles. Et malgré tout, des factures impayées comme celle de l'hôtel où l'équipe nationale de football tient ses rassemblements à Diamniadio ne sont toujours pas payées parce que jugées extrêmement salées. Le véhicule de fonction du ministre sortant Yankoba Diattara, véhicule acquis en location, elle aurait coûté environ 200 millions de francs CFA. Le bureau du ministre maintenant, le changement des meubles aurait coûté 60 millions de francs CFA. Et lors du séjour au Qatar, le DAGE du ministère, lui, a pris en charge 51 personnes sur fonds propres. Et bien sûr, nous suivrons cette affaire dans les prochains jours. Solence Industrie à l'arrêt, les travailleurs évoquent un manque de matières premières. Le plomb est exporté sous le regard impuissant des employés et responsables de cette usine de fabrication de batteries implantée à Sandiara. Inquiets pour leur avenir, ces travailleurs interpellent l'État. Des Matidiens. Pas la moindre machine n'est activée. L'usine est à l'arrêt depuis quelque temps. Une situation qui s'explique par l'exportation du plomb, matière première utilisée dans la fabrication de la batterie à Solange Industrie. Elhadj Sarr, un des employés. Ça fait rare pour qu'on puisse avoir cette matière première, voire même trop cher l'acquisition. Il y a des entreprises qui sont là, qui sont en train d'importer la matière première. Et nous, qui sommes une entreprise locale ici au Sénégal, nous rencontrons d'énormes difficultés concernant l'approvisionnement. Raison pour laquelle il y a de cela quelques jours, nous n'avons plus de matière première à l'intérieur de l'usine et on a dû arrêter les travaux. À cela s'ajoute la présence de la marque chinoise dans le marché. Ainsi, l'intervention de l'État est demandée. Il y a des batteries chinoises qui sont là, dans le marché, et qui sont tellement nombreux. L'appel que nous lançons au gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous aide à réglementer le secteur, surtout sur le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce, qu'il nous aide à réglementer. La situation est déjà alarmante, mais elle risque d'empirer, argumente Mamadou Diouf. Les autorités doivent agir maintenant. Depuis le 1er août, nous n'avons pas reçu notre salaire. Et c'est dommage, Monsieur le Président de la République et le ministre du Commerce, de nous faire sortir dans ces moments difficiles, dans ces situations précaires. En tout cas, on l'interpelle. Plus de 200 employés disent espérer des mesures idoines contre l'exportation du plomb au risque de perdre leurs emplois. Des Matidieng, Mbour, Radio Futur Média. Encore des perturbations en vue dans le système éducatif. L'Alliance du moyen secondaire SAEMS-CUSEMS observe une grève générale le jeudi 11 mai, demain donc. C'est pour exiger du gouvernement le respect des protocoles d'accord du 30 avril 2018 et du 26 février 2022. Ndongo Sarr, secrétaire général du CUSEMS, s'est confié à Salamata Ousmane Diallo à l'issue de leur conférence de presse. Les deux syndicats condamnent avec véhémence les prélèvements sauvages et inacceptables effectués sur les salaires au mépris des dispositions réglementaires. Ces pratiques malsaines qui ne visent qu'à spolier d'honnêtes travailleurs qui ne demandent que le strict respect de leurs droits ne feront que galvaniser les soldats du savoir en les poussant à se mobiliser davantage pour exiger l'appurement du passif social. Nous dénonçons également le verrouillage des postes à Dakar et dans certaines grandes villes dans le cadre du mouvement national de cette année. Pour sonner le glas du dilatoire et mettre un terme aux tentatives d'intimidation du gouvernement qui illustrent leur manque de volonté notoire, le CUSEMS et le SAEMS ont décidé de porter le combat pour exiger la convocation immédiate du comité de suivi des accords. Nous invitons les enseignants du Sénégal à respecter le plan d'action ci-dessous pour exiger l'appurement du passif des accords et l'arrêt systématique de toutes les dérives
liberticide. Le plan d'action se décline comme suit. Aujourd'hui, mercredi 10 mai 2023, débrayage à 10h, suivi d'une conférence de presse. Jeudi 11 mai, grève totale à l'échelle du pays. Enfin, nous rappelons à tous les enseignants du Sénégal que seule la mobilisation pourra nous permettre d'amener le gouvernement du Sénégal à ériger en priorité les accords signés avec les syndicats représentatifs. Toujours dans le secteur de l'éducation, Louga, une des régions les moins scolarisées au Sénégal. Plusieurs écoles de la région font face à des difficultés, absence de blocs administratifs, de murs de clôture entre autres. L'inspecteur d'académie prône l'établissement d'une carte prospective scolaire pour espérer résoudre ces problèmes. L'autorité s'exprimait en marge de la revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation. Nafissatou Ndiaye. Nombre pléthorique d'élèves, salles de classe et tables bancs insuffisantes entre autres, telles sont les préoccupations soulevées lors de la présentation de la revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation et de la formation. Pendaba, inspectrice d'académie de Louga. Nous avons noté beaucoup de difficultés telles que les abris provisoires, le manque de blocs administratifs et le manque de blocs d'hygiène. Certaines écoles n'ont même pas de murs de clôture. Les tables bancs non plus ne sont pas du tout suffisantes. En plus de cela, beaucoup d'écoles n'ont pas d'eau. Celles qui en disposent ont parfois des problèmes de paiement de factures. De ce fait, nous allons établir plusieurs stratégies pour essayer d'augmenter le taux brut de scolarisation. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de daras à Louga car tous les foyers religieux y sont présents. Actuellement, nous sommes en train d'établir la cartographie des daras. Dans ce cas, nous allons après tout faire pour les moderniser. Pour une éducation de qualité, l'IA de Louga propose des solutions. Ce que nous devons faire, c'est établir une carte prospective scolaire de Louga. C'est-à-dire en fonction de la demande, en fonction de l'évolution de la population de Louga. Dire dans 2 ans, dans 3 ans, où est-ce qu'il faut ouvrir des collèges, où est-ce qu'il faut ouvrir un lycée. C'est ça, sinon on risque d'avoir des écoles gelées. On a construit des écoles, mais qui ont été fermées, faute d'enseignants ou faute d'élèves. Donc ça, c'est une carte pour l'État du Sénégal. Toutes ces données établies s'étalent sur 5 ans selon l'inspectrice d'académie de Louga. Ainsi, elle invite les parents à scolariser leurs enfants qui ont droit à l'éducation. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. 12h13, évoquons ces licenciements au groupe Excaf Télécom. Près d'une quinzaine d'agents, des journalistes et techniciens licenciés sans notification pour plusieurs d'entre eux et l'accès leur est interdit, l'accès aux locaux. Le secrétaire général de la section Saint-Pix d'Excaf Télécom fait partie du lot. Il dénonce ces pratiques et parle de saisir la justice pour réclamer entre autres 27 mois d'arriérés de salaire. Lansana Djandi au téléphone avec Nafissatou Silla. Ce matin, on m'a notifié que je suis licencié. Que compte tenu de tous ces manquements, Excaf prend une décision illégale et impopulaire en violant toutes les dispositions de la loi du travail. La direction, elle interdit plutôt, la direction interdit l'accès des bâtiments à plusieurs membres du syndicat après notre manifestation. Au-delà de ça, au niveau de DTV, ils ont procédé aussi à plusieurs licenciements de journalistes et de techniciens qui ont été licenciés sans notification. 14 personnes au niveau de la DTV, 14 personnes ont été licenciées sans abusivement et sans notification. Nous n'avons plus besoin de rencontrer la direction puisqu'elle est dans une dynamique de combat, de confrontation et que nous aussi nous prenons acte de ce qui se passe et nous prenons le gouvernement et l'État du Sénégal témoin de ce qui se passe à Excaf Télécom puisque Excaf Télécom devait payer plus de 27 mois d'arrière-salaire pour certains travailleurs. Elle refuse catégoriquement de payer à ces travailleurs leurs droits et elle est en train de procéder à la liquidation des travailleurs pour ne pas payer ses droits aux travailleurs, d'autant plus qu'au niveau de l'IPRES également, c'est un refus catégorique de payer les cotisations sociales au niveau des institutions de cotisation sociale. Au sujet de ces licenciements, nous avons contacté la direction générale d'Excaf Télécom. M. Sidi Gagne, le directeur général, a promis de nous revenir plus tard. RFM, la radio autrement. Cette information qui vient de nous parvenir, l'armée a repris les opérations de sécurisation dans le nord Xinjiang.
Dans la région naturelle de la Casamance, les combats font rage en ce moment entre l'armée et des éléments de la faction de Salif Sadio du MFDC. Selon nos informations, l'armée aurait enregistré près de 5 blessés. Les affrontements reprennent à quelques jours du dépôt officiel des armes par la faction de Djakaï à Mangone. Nous reviendrons bien naturellement plus largement sur cette information dans nos prochaines éditions. Pénurie de sucre à Kaolack, les vendeurs de jus et de café sérieusement affectés. Certains n'écartent pas l'idée d'abandonner leur activité. Reportage Fatoumbaou. Pas l'ombre d'un grain ou de morceaux de sucre dans certaines boutiques comme celle de Khadim Diaye au marché central de Kaolack, trouvées en plein marchandage. Le boutiquier affirme cette pénurie. Une situation qui dépasse Mustapha, vendeur de café, et Bintou qui s'active dans la vente de jus. Ils dénoncent tous la cherté du prix vendu sur le marché. Il y a certains qui vendent à 700 francs, voire à 800 francs le kilogramme. Et c'est difficile pour nous qui vendons des jus. La hausse généralisée des prix des denrées préoccupe cette quinquagénaire qui n'a pas pu cacher son amertume. Yaïkoumba dénonce et appelle à multiplier les contrôles dans les lieux de commerce. Tout est devenu cher actuellement. On ne peut pas acheter le sucre à 750 francs le kilogramme. Vraiment, les autorités doivent assurer le contrôle pour aider les consommateurs. Mère Khoudia, revendeuse, soutient que le prix raisonnable du sucre est 650 francs. Elle déplore le comportement de certains commerçants véreux qui profitent de l'occasion pour augmenter les prix. Le prix raisonnable est 650 francs, mais certains commerçants font ce qu'ils veulent. La pénurie de sucre se fait toujours sentir à Kaolack. À cela s'ajoute la cherté du prix, une situation qui préoccupe vendeurs et clients qui invitent le gouvernement à miser sur l'importation du sucre pour en faire régler le problème. Fatoumbaou, Kaolack, Radio Futur Média. Le reste de l'actualité avec cette marche des habitants de plusieurs villages de la commune de Djilor dans le département de Foundiougne. Ils dénoncent un manque d'eau. Le forage qui alimentait ces 11 villages est tombé en panne. Ni d'eau potable. Depuis 2017, il y a un forage qui était là et qui est en panne. Les femmes, les jeunes et toute la population arrivent chaque jour vers les puits dont l'eau n'est pas de bonne qualité. Les femmes ont aussi participé massivement à la marche de protestation. Niabou Diouf, l'une d'elles, raconte leur calvaire quotidien. Nous sommes fatigués de ce manque d'eau. Imaginez qu'il nous arrive de rester des journées sans nous laver. Dans cette zone ouest composée par une vingtaine de villages, le niveau d'électrification est très faible, ce que les jeunes fustigent. Ils demandent aux autorités de corriger ce qu'ils appellent une injustice. En effet, la zone ouest de Djilor est une zone qui couvre plus d'une vingtaine de villages. Et parmi ces 20 villages, il n'y a que 4 villages électrifiés. Les manifestants affirment avoir tapé à presque toutes les portes, mais toujours pas d'amélioration pour leurs difficiles conditions de vie. Le maire de la commune de Djilor annonce un programme d'électrification d'une dizaine de villages de la commune, Lansana Sano. On a récemment voté un budget pour électrifier les villages de Djokoul, Baye et Pelgue. Djamagun est aussi prévu. Vous le savez bien, nous n'avons pas beaucoup de recettes. Le MCA va également électrifier 16 villages. Ces habitants de la zone ouest de Djilor ont décrié en outre leur difficile accès à des soins de santé. Les postes de santé de la localité manquent souvent de médicaments et de bien d'autres équipements selon eux. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Et puis l'inquiétude des éleveurs de la région de Kaffrine. Ils prédisent une pénurie de moutons pour la prochaine fête de la Tabaski. Ces éleveurs mettent en cause la gestion des commissions en charge de l'élevage et réclament une subvention pour l'aliment de bétail. Pour cela, ils interpellent le Premier ministre Amadou Ba qui gère en même temps ce département d'Eyawabey. Les brassards rouges pour montrer leur colère. Les éleveurs donnent de la voix pour dénoncer la gestion des commissions en charge de l'élevage. Adran Djan, président du syndicat unique des éleveurs à Kaffrine. Le gouvernement avait donné l'argent destiné aux aliments de bétail et à chaque fois les responsables nous servent des excuses. C'est pas du tout normal. Amadou Hassanka a fait le même constat. Il est du syndicat unique des éleveurs de la commune de Boulel. Pendant toutes ces années, ils nous fournissent une mauvaise qualité d'aliments de bétail. Même nos moutons le repoussent. Nous ne voulons plus de ça. Il faut que les autorités nous respectent aussi. Ces éleveurs exigent un audit des commissions en charge des subventions de l'opération Tabaski. Nous
Nous réclamons un audit du commission car cet argent est pour les éleveurs de Kaffrine, pas à quelqu'un d'autre. Face à cette situation, il interpelle le ministre Amadou Ba sur la subvention des aliments de bétail. Nous interpellons directement le ministre Amadou Ba sur la situation. On entend souvent de l'argent pour l'opération Tabaski, mais on ne voit rien. Ces éleveurs ont fini de dénoncer la qualité des aliments de bétail. Aussi avancent-ils que cela a pour conséquence une forte mortalité, des malformations, entre autres, chez les bêtes. Ndai Awobey, Kaffrine, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. On commence par le Nigeria. Plus d'une dizaine d'enfants morts après le naufrage de leur embarcation. 15 enfants, 13 filles et 2 garçons, 25 autres portés disparus. Leur embarcation a chaviré sur une rivière dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays. Selon le responsable administratif du district de Chagari, qui a supervisé l'opération de sauvetage et qui s'est confié à l'agence France Presse, les enfants allaient chercher du bois dans la brousse de l'autre côté de la rivière Chagari lorsque leur embarcation surchargée a chaviré. Le drame s'est produit hier mardi. Tunisie, au moins 4 morts dans l'attaque d'une synagogue à Djerba. 2 fidèles qui participaient à un pèlerinage juif, ils ont été tués dans une attaque menée par un ancien gendarme qui a également tué 2 de ses collègues avant d'être abattu. Le ministère de l'Intérieur, qui se garde à ce stade d'évoquer une attaque terroriste, indique que les investigations se poursuivent pour élucider les motifs qu'il qualifie d'agression lâche. Cette synagogue, la plus ancienne d'Afrique, avait été visée par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts en 2022. Un ex-gendarme rwandais devant la justice française pour génocide. Nyanza Philippe Ateke Kimana, naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Magnier, comparaît ce mercredi devant la cour d'assises de Paris pour génocide, crime contre l'humanité et participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. L'accusation lui reproche d'avoir participé en donnant des ordres à 3 massacres, celui de la colline de Niaboubare où quelques 300 personnes ont été tuées le 23 avril 1994, celui 4 jours plus tard de la colline de Nyamure où s'étaient réfugiés des milliers de Tutsis, et celui de Lizar Songa, l'Institut des sciences agronomes du Rwanda, où des dizaines de milliers de victimes ont été recensées, des accusations qu'il conteste formellement. Le référendum constitutionnel au Mali, l'autorité indépendante de gestion des élections prête pour l'organisation du scrutin. Le président de l'AIGE rassure que toutes les dispositions sont prises. Moustapha Sissé avec Zanga Abdoulaye Ouattara. En termes d'organisation structurelle de l'EJ, nous sommes prêts. Nous sommes prêts en ce sens que le décret a été pris pour convoquer le collège électoral. Vous aurez constaté, et certainement que c'est un point de presse, mais je m'empresse de le dire pour satisfaire tous ceux qui sont là, c'est que de façon formelle, vous allez nous dire les coordinations de l'EJ n'ont pas été installées. Mais en fait, l'installation des coordinations de l'EJ, c'est un processus. Ce processus a démarré et nous avons accompli aujourd'hui plus de 90% de cette étape procédurale. Donc, il nous reste maintenant pratiquement la phase de la nomination et de l'installation. L'installation suivie bien sûr de la prestation de serment. En réalité, c'est des étapes d'installation. Ces étapes d'installation se font en principe en 48 heures. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas en retard. Souleymane, notez que le référendum est prévu le 18 juin. Rendez-vous est pris avec les Maliens à cette date. En tout cas, merci à vous, Georges Détié Diop. Il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Comment désamorcer la bombe foncière qui menace le Sénégal? Tentative de réponse avec nos 2 intervenants du jour. Ce sera dans notre rubrique Point de vue, lors de laquelle nous reviendrons sur les violences survenues à Ngor, Yoff et Ouakam au sujet d'un terrain
de 6000 mètres carrés appartenant à l'État. Nos deux intervenants du jour, Ababakar Ndao, expert en sécurisation foncière au PROCASEF, programme cadastre et sécurisation foncière, et Mbaïnian, chargé de programme au CONGAD. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Football, CAN des moins de 17 ans, le Sénégal affronte l'Afrique du Sud en amical. En quart de finale, c'est ça? En quart de finale. Voilà. Le match est prévu, Souleymane, à 16h au stade Nelson Mandela d'Alger. Les Lionceaux, qui ont donc survolé le premier tour, doivent respecter l'adversaire et essayer d'exploiter au maximum ses erreurs. C'est l'avis du formateur Ibrahima John, président de Mbour Sport Academy. Je pense que c'est un match qu'on doit gagner. Pour gagner ce match, il faut qu'on respecte l'adversaire. C'est un adversaire de taille concernant la formation de la petite catégorie. Sur le plan holistique au niveau d'Afrique, c'est le Sénégal qui est en phase avec tous les grands clubs, toutes les formations à travers la petite formation. Parce que on a gagné la Coupe d'Afrique en U20, donc la Coupe d'Afrique en moins U17. Il faut qu'on respecte l'adversaire. Jouer juste de ne pas jouer dans le cadre d'euphorie parce que tout le monde nous attend, tout le monde a respecté la formation du Sénégal durant le moment qu'on a déjà dépassé sur les différentes catégories. Donc, on peut atteindre notre objectif au cas où nous respectons l'adversaire pour essayer de faire la différence. C'est un match qu'on doit gagner, essayer de respecter l'adversaire par rapport à leur plan de jeu. On va essayer de voir s'il fait une petite erreur, on va profiter sur cette occasion pour faire la différence. Faire la différence donc face à l'Afrique du Sud, Sénégal-Afrique du Sud, match prévu à 16h à suivre en direct sur la RFM. Notez qu'également à 19h, le Maroc affronte l'Algérie, Souleymane. Il n'y a rien d'amical dans ce quart de finale entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, même si on est tenu par l'obligation de fair play et de respect mutuel. En Europe, suite des demi-finales de la Ligue des Champions. À 19h, le derby milanais à San Siro oppose l'AC Milan de Fodé Ballo-Touré, qui est à ce jour le seul Sénégalais en lice en Ligue des Champions. Le Milan AC qui fait face à son voisin, l'Inter Milan du gardien camerounais André Onana. Match que pourrait également suivre sur la Radio Futur Média. Rappelez qu'hier à Bernabeu, match nul. Un but partout entre le Real Madrid et Manchester City. À Kédougou, des sportifs réclament des infrastructures aux normes. Les travaux de construction du stade régional n'avancent pas selon le collectif des sportifs de Kédougou. Ces membres qui dénoncent le manque de stades dans la région veulent plus d'équité dans le domaine du sport. Je vous propose de suivre la correspondance de Ibrahima Diabakhate. Réuni en assemblée générale, le collectif régional des sportifs de Kédougou exige l'achèvement des travaux du stade régional, la mise en place d'un fonds régional de développement du sport et la réhabilitation de l'unique stade municipal de Kédougou. Sadio Sissoko est le président de la Ligue régionale de football. Nous exigeons le démarrage des travaux du terrain de Kédougou, le stade régional de Kédougou. Il est temps que le stade régional de Kédougou soit livré. Au niveau du terrain de stade régional, tout est à l'arrêt. Si vous allez aujourd'hui, je vous invite même à faire un tour au stade régional. Vous verrez que rien n'est encore fait, sauf le mur de clôture. Nous voulons des infrastructures dignes de son nom. Le président de la République a parlé d'équité et nous voulons l'équité dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport à Kédougou, on est tombé d'accord qu'il faut avoir un fonds de financement des sports à Kédougou. Un fonds de financement régional des sports à Kédougou qui sera logé au Trésor. Le collectif régional des sportifs de Kédougou n'écarte pas l'idée d'organiser des marches de protestation si rien n'est fait pour, disent-ils, sauver le sport à Kédougou. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Youssouf Bodian. RFM, la presse du jour. La revue de presse signée Georges Détié Diop. Vive tension hier à Ngor, transformée en champ de bataille. De violents affrontements ont opposé les jeunes aux forces de l'ordre et c'était sans répit. C'est d'ailleurs pourquoi le journal Le Quotidien parle d'une journée chaude à Ngor, alors que Libération indique que la situation a dégénéré. Et pour cause, le confrère fait état d'au moins un mort confirmé.
L'As et l'Observateur de 2 morts. Plusieurs blessés ont été enregistrés si l'on se fie à Libération. Plusieurs blessés dans les 2 camps. Le quotidien, comme les autres journaux, informe que les manifestants s'en sont même pris à l'hôtel Ngor Ndiarama. En effet, les jeunes s'opposent à l'érection d'une brigade de gendarmerie au rond-point de leur village. Et pour éteindre le feu, le chef de l'État a rencontré dans la soirée les notables de Ngor et de grandes décisions ont été prises lors de cette audience dont l'Observateur se fait l'écho. Le terrain, objet du litige partagé entre Ngor et la gendarmerie, le titre foncier du stade de Ngor livré à la mairie, construction d'un lycée par l'État et des emplois pour les jeunes. En politique, Sud Quotidien affirme que Yewwi Askan Wi se braque. C'est au sujet de la condamnation d'Ousmane Sonko dans le procès qui l'opposait à Mame Mbaye Niang. Sud indique que la coalition Yewwi n'est pas décidée à laisser prospérer la stratégie du pouvoir à corrompre l'éligibilité du leader de PASTEF. La coalition a dénoncé hier le verdict qu'elle qualifie d'inique avant d'annoncer une marche nationale et internationale le 19 mai prochain. En tous les cas, Sonko est formel. Libération rapporte ses propos selon lesquels, à part Dieu, personne ne peut l'empêcher d'être candidat. Selon le journal, le leader de PASTEF appelle encore à la résistance et à la mobilisation lors de la manifestation du F24. Pour le journal Le Quotidien, Sonko veut enflammer la rue. Aïda Mbodj prend fait et cause pour lui. Dans Source A, elle confie, je la cite, « Je me demande si Ousmane Sonko n'est pas un magicien. Il faut que nous soyons dignes pour reconnaître à cet homme son titre de champion. » Sur la sortie de Barthélémy Diaz au sujet du dialogue, Aïda Mbodj précise que Yewwi n'a jamais été mise au courant et c'est non sans ajouter qu'elle a honte de partager la table du dialogue avec Macky Sall alors que Bassirou Diomaye Faye est en prison. Sonko Pastef contre Barthélémy Diaz, le front de trop s'exclame Enquête. En effet, le confrère souligne que doté d'une machine redoutable, Ousmane Sonko et Pastef se sentent suffisamment forts pour s'engager sur 1000 fronts à la fois. En plus de la majorité présidentielle, PASTEF, pendant longtemps, a pris comme ennemi certains partis de l'opposition. Un nouveau front s'est ouvert avec Barthélémy Diaz et Tahaou dans un contexte où le front judiciaire s'intensifie. Entre Sonko et Barthélémy Diaz, en est-on au clash de fin? L'Obs se pose en tous les cas la question. Selon l'Observateur, c'est un divorce auquel beaucoup ne s'attendaient peut-être pas. Mais pour un mariage de raison, un tel dénouement ne devrait pas surprendre. Entre Ousmane Sonko, leader de PASTEF et maire de Ziguinchor, et Barthélémy Diaz, maire de la ville de Dakar, c'est la fin de l'idylle. Sonko-Barth, les enjeux du duel. Un observateur confie dans le journal qu'ils n'ont plus intérêt à être ensemble et n'importe quelle étincelle peut mettre le feu aux poudres. Les sports, pour terminer, à la une de Record, date FIFA du mois de juin, Brésil-Sénégal en gestation. Le journal indique que le Sénégal pourrait rencontrer le Brésil le 20 juin prochain à Lisbonne pour un match amical international. Les différentes parties qui sont en pourparlers depuis quelque temps semblent avoir trouvé un accord, même s'il reste quelques détails à régler. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h, bientôt 34 minutes, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre des violences survenues à Ngor, Yoff et Ouakam au sujet d'un terrain de 6000 m² avec cette question centrale. Comment désamorcer la bombe foncière qui menace le Sénégal tant il y a des litiges dans le monde rural mais également en zone urbaine comme c'est le cas à Ngor? Réponse avec nos deux intervenants du jour. J'ai nommé M. Ababakar Ndaou, expert en sécurisation foncière au PROCASEF, le programme cadastre et sécurisation foncière. M. Ndaou, bonjour. Bonjour M. Niang, vous allez bien? Très bien, et vous? Nous sommes également avec M. Mbaye Niang, que nous n'avons pas en ligne pour l'instant. En attendant de le retrouver, nous allons démarrer avec vous, M. Ababakar Ndaou. D'abord, une analyse de la récurrence des litiges fonciers presque partout sur le territoire national, et plus particulièrement dans certaines zones rurales où les terres sont de très bonne qualité, et dans les zones urbaines comme c'est le cas à Ngor. Pourquoi tous ces problèmes au sujet de la terre au Sénégal? Le facteur le plus important, c'est la superposition des droits coutumiers et des droits réels. Dans le cas Ngor, il est clair que c'est un droit réel, un titre qui appartient à l'État. Mais il ne faut pas négliger l'appréciation de la tenue coutumière des Lébous qui socialement, sociologiquement, pensent toujours détenir ces droits.
L'autre élément qui me semble très important, c'est la disponibilité de l'information foncière à tout le monde. Et à ce niveau, des outils qui permettent un peu aux collectivités de manager le foncier. Et dans le cas du foncier urbain, notamment dans le cas spécifique d'Angor, nous sommes en phase d'un espace confiné. Le dispositif foncier c'est extrêmement raréfié, on est face d'une spécification foncière et face à cette situation, il convient de mettre des outils de management du foncier, de l'urbanisme globalement qui permettent aux collectivités et à l'État d'aller vers des dialogues qui permettent l'aménagement et l'accompagnement des politiques de développement local. Alors, sur tous les points que vous avez évoqués, pour les résumer, il y a le conflit ou la cohabitation pas toujours facile entre le droit foncier et les pratiques traditionnelles dans la gestion foncière, le droit coutumier en la matière, la pression et la spéculation sur la terre, la pression démographique, la raréfaction des terres et l'indisponibilité d'une information foncière fiable. Sur tous ces points, des propositions avaient été faites par les différentes commissions qui ont été chargées de réfléchir à la réforme du foncier. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Ne faut-il pas remettre tout ça sur la table et essayer de voir comment régler ce problème pour éviter des crises plus graves à l'avenir? Pour moi, le foncier, il ne s'agit pas d'avoir de droit pour avoir l'usure. Il s'agit de confirmer avec tes voisins, de partager l'information, que les gens acceptent que ça t'appartient. Cette notion de propriété est très, très importante. Alors, il y a plusieurs outils développés. Le Sénégal, sur plusieurs projets, a développé énormément d'outils de gouvernance foncière dans la vallée, dans les villes, un peu partout. Il y a notamment l'informatisation et dans certains pays, on a même l'utilisation de la blockchain pour sécuriser même les transactions, c'est-à-dire non seulement les gens ont accès à l'information, mais en plus, on ne peut pas vendre le même terrain à deux personnes en même temps en utilisant le système. Oui, et le Sénégal est très avancé là-dessus avec beaucoup d'issues d'un système d'information foncière qui permet autant bien à l'État qu'aux collectivités d'avoir l'état des lieux sur les usages, des transactions et tout. Et il faut accélérer ce processus dont le Procastat est en train de mettre à jour et d'autres projets on peut expérimenter à l'ensemble des communes du Sénégal et à l'État du Sénégal et notamment dans le Procastat. On est en train de combler ce maillon manquant entre une transaction de l'information foncière entre les communes et les services du cadastre et des domaines. Alors, dans le cas d'espèces, évidemment, ce n'est pas ça le problème. On sait que le terrain appartient à l'État et dans son domaine privé, après qu'il a été intégré dans ce domaine privé à partir du domaine national. La difficulté, c'est l'affectation de la terre par l'État, notamment pour une administration ou une institution quand même de défense nationale qu'est la gendarmerie. Que faire devant des situations aussi complexes? C'est le processus participatif qui est très important dans ces domaines, notamment l'information. Il ne s'agit pas de dire que j'ai un titre de l'État, je suis de la gendarmerie, je viens m'installer. Il s'agit, même si tu as tous ces droits, d'aller vers des citoyens, d'aller vers les parties prenantes, de partager l'information, d'avoir une approche commune. Mais sauf que, monsieur Ndao, excusez-moi de vous interrompre, sauf que pour des impératifs de défense nationale, si je ne m'abuse, et d'ordre public, notamment quand il s'agit du domaine national, l'État n'est pas obligé, comme sur d'autres occurrences, de prendre l'avis des élus de la collectivité. Il s'agit là de l'implantation d'une brigade de gendarmerie. Est-ce que l'État était obligé justement d'avoir la même transparence que s'il s'agissait d'un projet civil, disons? Non, il ne s'agit pas d'obligation, il s'agit d'élégance, de processus d'information, de dire que même si je mets une caserne de gendarmerie à Ouakam, Angor, je suis dans une collectivité locale, je suis dans des quartiers, je suis avec des communautés, ne serait-ce que partager l'information, voir avec le processus,
permet, en tout cas nous, dans nos dispositifs de police participative, de partager l'information, de voir quelle est la perception et de faire tout ce travail. Quand bien titre qu'il soit des militaires ou la gendarmerie, je crois que ça ne dérange et ça ne touche pas des questions de sécurité nationale, que ce soit même la gendarmerie ou que se déplace vers la commune, fasse des réunions, informe les gens partagent et qu'ils leur disent « Ah bon, nous avions prévu à l'époque d'en faire un lycée, comment on le fait ?» Je crois que ce dispositif de dialogue entre les parties prenantes, d'engagement des parties prenantes dans un processus est très important et ça a donné ses résultats un peu partout. Comme dans tout projet. Nous reviendrons à vous dans un instant puisque nous avons été rejoints par M. Mbaye Niang, chargé de programme au Congad. M. Niang, bonjour. Bonjour. Alors nous avons entamé la discussion, le débat et l'analyse de la situation et beaucoup de choses ont été dites, mais avec vous, j'aimerais aborder la question de la réforme foncière. Avec toutes les tentatives qui ont été faites et la dernière étant la Commission nationale de réforme du foncier au Sénégal qui avait proposé beaucoup de choses. Est-ce que d'après vous, c'est le fait de n'avoir pas mis en œuvre ces réformes successives, proposées en tout cas, qui est à l'origine de ce genre de crise telles qu'on les connaît notamment à Ngor cette fois-ci? Voilà, merci pour l'invitation. Donc j'en profite pour saluer les auditeurs de RFM et peut-être m'excuser pour un peu d'avoir d'entrer très tardivement parce que j'ai eu des difficultés avec mon téléphone. Je pense que l'État du Sénégal effectivement a lancé un processus de réforme foncière. Donc je pense que c'était vers les années 2017 et l'État a mis en place la commission. Tous les acteurs étaient effectivement impliqués dans la commission. Moi personnellement, je faisais membre pratiquement du comité de pilotage de la Commission nationale de réforme foncière. Et nous avons fait un processus très participatif avec des concertations décentralisées à l'intérieur du Sénégal. Nous avons recueilli les points de vue de tous les responsables, en tout cas les acteurs à la base, à travers des concertations décentralisées, la société civile, les collectivités locales, l'État et tout le monde. Le secteur privé, tout le monde était fortement vraiment impliqué. Le processus était vraiment inclusif et participatif. L'État a sorti, à la suite de ces concertations, on a sorti un document de politique foncière, et que le document a été remis par le professeur Soran au chef de l'État. Mais malheureusement, ce document n'a pas fait l'objet d'application. Donc je pense que quelque part ça a été rangé dans les territoires. Et vraiment, nous déplorons cela parce que nous avons effectivement dépensé beaucoup de moyens au plan financier, beaucoup d'énergie, parce que nous-mêmes, personnellement, on s'était mobilisés en tant qu'acteurs de la société civile à participer de manière très engagée dans ce processus. Mais malheureusement, ce document n'a pas fait l'objet d'application. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'orientations qui ont été formulées. Mais dans le cas d'espèce, dans l'affaire de Ngor, quel aspect de la réforme aurait pu être utile pour prévenir ou apporter une solution légale et non pas un arbitrage du chef de l'État comme ça, dans le cas d'espèce? Bon, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer le foncier comme autrement. Je pense qu'aujourd'hui, le foncier doit être géré de manière très concertée avec l'ensemble des acteurs au niveau d'une collectivité locale. Donc, il n'est plus question de laisser le foncier entre les mains de quelques personnes, que ce soit peut-être le conseil municipal, le maire, ou bien d'autres personnes. Moi, je pense que ça doit être une concertation vraiment inclusive, impliquant tous les acteurs. Je pense que nous, au niveau de la société civile, nous avons effectivement mené beaucoup d'actions dans ce domaine. On a même mis en place des commissions domaniales élargies à tous les acteurs dans beaucoup de communes. Et ces commissions domaniales élargies ont permis aux acteurs de la société civile, aux représentants des populations, jeunes femmes, producteurs, en tout cas d'être partie prenante de la commission domaniale. Et cette approche permet à tous les acteurs d'être impliqués. Aujourd'hui, le foncier doit être géré de manière très concertée. Mais malheureusement, ce qui s'est passé à Ngor-Sédemange, s'il y avait pratiquement cette concertation, on n'allait pas tomber vraiment dans ces difficultés. Et je crois que l'État, effectivement, doit dialoguer, parce que le foncier, parfois, ça pose
beaucoup de problèmes si nous ne préconisons pas Et là-dessus, vous êtes... Malheureusement, s'il y avait un dialogue, une concertation préalable, on n'allait pas tomber dans ces problèmes. N'est-ce pas? Je pense que c'est quelque chose que nous devons régler. L'autre problème aussi, qui est important, il serait bien, parce que moi je pense aujourd'hui, que ce soit le foncier rural, que le foncier urbain, il faut qu'il y ait de la transparence. Aujourd'hui, au niveau de l'État, il y a des domaines qui appartiennent à l'État, actuellement en milieu urbain, par rapport au foncier urbain. Et c'est le cas du terrain de 6 000 m² à Ngor, c'est dans le domaine privé de l'État. Mais je vous dis que dans même le domaine du privé de l'État, les gens doivent être informés. Mais malheureusement, les gens ne sont même pas informés par rapport à l'existence du foncier dans le domaine privé de l'État. Tout le monde doit être informé. Donc je pense que ça, c'est aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui de ce qui s'est passé avec le CIVET, donc la foire de Dakar. Donc la foire de Dakar, les gens sont partagés pratiquement les terres de la foire de Dakar. Parce qu'aujourd'hui, les populations ne sont pas, on n'a pas une cartographie claire du foncier. Donc à Dakar, pour que les gens soient informés de ce qui appartient à l'État et ce qui appartient au privé, on ne sait pas. Il nous reste moins de 4 minutes. Vous êtes d'accord, je pense, vous êtes sur la même longueur d'onde que Ababakar Ndao sur ces deux points qui sont essentiels. La nécessité du dialogue entre les différentes parties prenantes, donc un vrai changement de paradigme dans la gestion du foncier, mais aussi la transparence, l'information, le partage de l'information sur les droits réels ou droits coutumiers du foncier en milieu rural et en milieu urbain. Ababakar Ndao, peut-être on va essayer d'avancer un tout petit peu par rapport justement aux voies et moyens d'éviter à l'avenir ce genre de situation. Évidemment, il y aura toujours des litiges autour du foncier entre l'État et les autres parties prenantes, entre privés, etc. Or, le système prévoit des voies de règlement juridictionnels, non juridictionnels, alternatifs, etc. Pourquoi ces moyens ne fonctionnent pas? Pourquoi en arrive-t-on toujours à la violence pour finalement régler ce genre de problème d'après vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut mettre des dispositifs de mécanismes de gestion des griefs, des réclamations, des plaintes, mais des dispositifs vivants et réels qui sont sous-entendus par de véritables politiques de résolution des conflits. Et ça, c'est des dispositifs qui existent. Maintenant, au niveau de l'État, j'avoue que ce maillon n'est pas très pris en compte. C'est vrai qu'on a l'autorité administrative, notamment... Il y avait les maisons de justice aussi qui étaient censées régler ce genre de petits conflits, en tout cas. Les maisons de justice. Mais ici, je te donne un cas, si l'association des jeunes d'Angor avait un espace pour réclamer, faire ce qu'on appelle un grief, une réclamation, une plainte dans nos jargons. Et là, si on avait le dispositif vivant, tout cela est très pris au sérieux. Et il y a des dispositifs qui permettent d'accompagner ce processus jusqu'à résoudre ce malentendu. D'abord, par la disponibilité de l'information. D'abord, en comprenant pourquoi, au-delà qu'on ait un droit réel sur ça qui appartient à l'État, il y a des réclamations. Et en opérant et en questionnant tous ces aspects sociologiques et coutumiers, mais surtout en s'intéressant sur les outils de planification urbaine, de l'information future. Aujourd'hui, c'est un très grand problème parce que personne ne sait effectivement à quoi est destinée telle ou telle réserve foncière, ce qui crée des incompréhensions terribles. Et qui termine par un parcellaire de la commune très bien défini. On sait les usages, les occupations, qui est là, qu'est-ce qui reste comme dispositif. Si je veux faire tel projet, ce terrain appartient à l'État, appartient à tiers, comment j'y arrive? Tout cela est important. Mais M. Ndao, en théorie, toutes ces choses existent. On a l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui a déjà fait un travail exceptionnel de cartographie, etc. Pourquoi tout ça ne marche pas finalement et on se retrouve dans des situations difficiles comme ça? Quelle est la disponibilité de tous ces outils au niveau des parties prenantes locales, du quartier, du maire, du conseil municipal? C'est ça, toutes ces informations doivent être disponibles à ceux qui prennent les décisions, ceux qui managent au quotidien ces communautés, de sorte qu'ils partagent l'information, de sorte qu'ils puissent avoir des mesures de mitigation.
un lycée et une gendarmerie, tout cela est salutaire. Pourquoi on devrait se battre pour ça? Et c'est tout le paradoxe justement de cette affaire de Ngor, puisque tout est dans l'intérêt des populations, que ce soit la gendarmerie ou le lycée. Mbaye Niang, je vous laisse 1 minute peut-être pour vos dernières considérations. Je veux notamment vous interpeller sur le fait que l'un des facteurs de blocage de la mise en œuvre des réformes préconisées par les différentes commissions qui ont travaillé sur cette question, c'est que le président estime que si on laisse la gestion du foncier aux élus locaux, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Comment justement établir ce dialogue, élargir un peu la gestion, le cadre de gestion du foncier, tout en limitant les risques justement de dérives et d'abus de certains élus locaux? Voilà, merci. Donc moi, je pense qu'effectivement, au niveau de la réforme foncière, effectivement, il y a des propositions qui ont été donc formulées. Et dans ces propositions, effectivement, on avait préconisé donc, la gestion concertée donc, du foncier et que les collectivités territoriales donc, soient responsabilisées pour la gestion foncière, mais avec l'implication des communautés. Ça, je pense que c'est quelque chose qui figure comme proposition dans le document de foncière. Donc, que la gestion foncière dans les collectivités territoriales soit gérée par, en tout cas, les communes, mais avec l'implication donc, des communautés à travers des mécanismes donc, de concertation. Mais malheureusement, donc, ce processus-là n'a pas abouti. Et je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure, en tout cas, M. Daou. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut privilégier donc, la concertation. Moi, je pense qu'on peut responsabiliser les collectivités territoriales donc pour la gestion foncière, mais en impliquant peut-être les citoyens, donc les communautés donc dans la gestion. Et les outils numériques. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. 30 secondes. Il y a eu beaucoup de difficultés effectivement dans les temps avec donc, certaines communes avec donc, les maires qui ont eu effectivement à faire des détournements donc, par rapport au foncier. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est réel. Merci. Donc, Merci. Donc, c'est vraiment réel donc, sur le terrain. Et qu'il faut encadrer, bien naturellement. Merci. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On continuera ce débat en Wolof tout à l'heure et vous aurez l'occasion de développer ce dernier aspect de votre intervention. Monsieur Mbaye Niang, merci, chargé de programme au CONGAD. Merci également à Babacar Ndao, expert en sécurisation foncière au PROCASEF, le programme cadastre et sécurisation foncière. À 12h53, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Awambaye à la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Diffusion en ligne assurée par Yacine Pouy du service digital. À la production, Alioune Ba. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes. Tout de suite, allô président, au revoir.